Bon, ouais, effectivement, ça fait quand même pas mal de miniatures, et ça, c'est qu'une seule partie. Clément, moi j'ai une question. Dans ce carton-là, par exemple, on a une voiture miniature. Une voiture miniature, elle doit être créée. On part, je pense, d'une base réelle, mais est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu comment ça marche? Comment on fait pour, tout simplement, faire d'une grande voiture une petite voiture? En fait, on a développé, alors maintenant on utilise, je pense, tous les fabricants de miniatures commencent à utiliser la même chose. Nous, quand on a redémarré il y a 10 ans, enfin 12 ans avec Auto, on a fait le procédé inverse de la fabrication d'une voiture. Quand on fabrique une vraie voiture, on sculpte le design, Ouais. on le numérise, on l'agrandit, et là on essaye de fabriquer les outils. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les outils qui servaient à numériser, et on a numérisé la grosse pour faire une petite. Donc Effectivement. au fur et à mesure de l'avancée des technos, on a pas mal changé. On a commencé avec un premier scan 3D, qui était un espèce de gros dinosaure, enfin on l'appelle le dinosaure d'ailleurs, qui tenait sur un pied de chantier, c'était un truc Oui, quand même. assez énorme. Puis ces 5 dernières années, on a utilisé un petit pharo. Donc c'est un scanner laser, donc ça envoie un laser qui part d'un miroir, touche une surface, Ouais. revient sur le miroir. À ce moment-là, il capture une donnée GPS, un X, Y, Z dans l'espace. Il va en faire quelques millions de points comme ça, et à la fin, on avait la forme de l'objet. Et donc là, maintenant, nous, on est passé sur un nouveau scanner, on peut aller voir, On peut aller le voir. qui est une nouvelle technologie. C'est une technologie. C'est une technologie en fait qui fait appel à la photogrammétrie, donc qui en fait consiste à faire beaucoup de photos Ouais. d'un objet. On va rassembler ces photos et à partir de là on va interpréter une forme, mélanger à de la lumière pulsée et tout un tas de trucs qui ne sont pas mon domaine d'expertise. Et on a un nouveau type de scanner. Donc on a ça depuis quelques temps et l'avantage c'est qu'en fait c'est un scanner qui va nous permettre de voir immédiatement le résultat. Avec mon ancien scanner, on scannait et après il fallait attendre le verdict, savoir s'il y avait eu un problème. Là on a tout de suite Ah, c'est excellent. le résultat. Alors du coup, c'est ce petit appareil, enfin petit, Alors. il n'est pas si petit que ça non plus. Ouais, c'est le Wally là qui est ici. Le Wally. Donc il y a un petit scanner donc, qui comporte toutes les informations. On démarre un nouveau projet. Il va checker son truc. Hop. Et maintenant il nous faut une voiture. Ah, Ah bah tiens, les choses sont bien faites. c'est quand même bien fait. Il y a quelqu'un qui a rentré sa voiture. Incroyable. Il paraîtrait qu'il pleut aujourd'hui en Bretagne, mais Bon après, Rien. c'est une fois par an. rien n'est prouvé. Donc en fait, pour pouvoir scanner, alors là c'est pas idéal, hein, la voiture est mouillée, c'est pour la démo. Lui, il va prendre des photos. Ces photos vont s'agréger ensemble. Pour ça, il faut qu'il y ait des éléments comme des lignes, Les arêtes ou des jonctions. des arêtes qui lui permettent de se repérer. Alors on va commencer par la calandre. C'est quand même. Donc on voit apparaître un petit peu. On va démarrer. Et c'est parti. Allez. Là on scanne. Voilà. Typiquement, on scanne la voiture peu à peu. Alors les surfaces transparentes, on les a pas. Ah oui, ouais, forcément. Mais on va avoir d'autres choses, hein, d'autres niveaux de détail. Et peu à peu, on complète. Et tu mets combien de temps pour faire une voiture à peu près, par exemple? Oh, là, c'est une vingtaine de minutes. Ouais. Voilà. Et donc là, Là, on a l'avant. on a l'avant de la voiture Oh, c'est excellent. qui est là. Donc c'est comme une coque Et ouais. qui reprend les points, quoi. Ah, j'adore, c'est excellent. Donc à partir de là, on peut travailler sans problème sur la voiture. Après, il suffit, donc on peut reprendre. On reprend la voiture, on le remet en condition. Il retrouve le point, il dit ah ben, c'est bon, ça je l'ai déjà scanné. Et tu peux Et compléter. c'est reparti, et on continue. Il découvre les surfaces.
Alors il faut bien faire tout, par exemple, pour avoir la petite lame. Bien sûr, ouais. On capture les ronds. Et là, effectivement, on voit bien que la zone se noircit petit à petit, ce qui signifie qu'elle a été tout simplement numérisée. Et voilà. Et on continue le travail. Bah, du coup, moi, ce que je te propose, c'est que tu termines ça. Ensuite, comme ça, on l'imprime directement et comme ça, je repars avec ma miniature ce soir. Alors, il y a un petit peu de délai entre les deux. Ouais. Non, ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a fait ça, il faut traiter le fichier. Une fois que donc, on traite le fichier, on le recentre, on enlève les points parce qu'il peut y avoir des points superflus, on vérifie les alignements de tout ça. Une fois que c'est fait, donc on sort un fichier 3D classique. Ouais. On va enlever, là par exemple, je vois, il y a les dalles du sol. Oui, ça, On va enlever tous ces éléments. Et ça, moi, je vais l'envoyer en Chine où on a nos opérateurs 3D. Eux, ils vont redessiner par-dessus en fait. Ils vont dessiner les surfaces de la voiture et surtout, ils vont décomposer le 3D en pièces. Parce que c'est à ce moment-là que rentre l'ingénierie de la voiture. Donc, le phare, qui est une optique qui est dans une autre pièce avec une pièce à l'intérieur qui vient s'assembler sous le capot, ainsi de suite. Bien sûr. Le système de direction. On va faire tout ça et moi on va me renvoyer cette pièce, on va me renvoyer ce 3D. Je vais regarder par rapport aux photos que j'ai prises. Et si par exemple mes essuie-glaces tournent dans le mauvais sens, ben, je vais leur dire bah non, il faut changer, ainsi de suite. Je vais commenter jusqu'à arriver à un niveau qui me paraîtra satisfaisant. Donc après, selon le modèle, ça peut être un modèle qui va être travaillé avec le constructeur. On peut lui envoyer le 3D pour qu'il vérifie ou pas. On envoie ça et après, une fois que c'est fini, on a un 3D figé. Donc là, il faut être sûr de soi, absolument, parce qu'on ne pourra pas revenir dessus. L'outillage diecast, si je reviens dessus, ça va avoir un coût. Donc c'est là qu'il faut avoir pensé à tout. Par exemple, c'est ce qu'on voit souvent chez Solido. Si, imagine, là, il y a une version encore plus sport avec un nouveau pare-choc, il faut que là, du coup, cette pièce-là soit bien une pièce séparée du capot pour pouvoir faire deux versions dans l'outillage. Et ainsi de suite. Donc là, on prépare tout ça. S'il y a deux types de jantes, les jantes de la standard, les jantes de la version Abarth, on prépare ces deux jantes dans notre outillage. On a tout. Et après, ben, on passe au processus de déco. Et par exemple, la base des rétroviseurs, on voit bien que là, elle est vraiment pas très épaisse, tu vois, elle doit faire genre 3 cm. 3 cm à l'échelle 1/18e, est-ce que ça permettrait une bonne tenue ou alors est-ce qu'il faut retravailler, de redessiner les pièces? En fait, on peut jamais, on peut pas fonctionner comme ça. Après, ça dépend il y a plusieurs choses. Il y a des petites astuces que nous on va voir, ouais. Et il y a le fait que rien n'est impossible, juste une question de budget. Bien sûr. Si je fais une réplique 1/8e à, je sais pas, à 16 000 € pièce, peut-être chez un concurrent qui commencerait par A et finirait par gamme, on n'a aucun problème de faire ça. Moi, chez Solido, je vais avoir un autre problème. Donc, comment je solutionne un problème comme ça? Je crée une seule pièce avec la plateforme que j'insère sur la vitre. Et comme ça, je résous mon problème de fixation trop fine. Donc, c'est là où il faut trouver, mais on n'a pas toujours la bonne solution. Par exemple, souvent, ce qui peut arriver, c'est les répétiteurs. Les répétiteurs, parfois, ils peuvent être trop fins. Si je fais un vitrage, ça va être moche. En fait, mon vitrage, il va être soit trop petit, soit il va pas être représentatif. Donc, parfois, on les dessine simplement dans la carrosserie pour éviter un problème. Mais c'est vrai que quand c'est tout petit, c'est pas forcément gênant non plus, ouais. Non, on est obligé des fois de faire des petites concessions. Des fois, c'est au niveau de la jonction. Entre le panneau de porte et le tableau de bord, on est obligé de couper un peu plus que dans la réalité. Il y a toujours des petites concessions. Et là, par exemple, si cette voiture venait d'être modélisée, quelles seraient selon toi les plus grosses difficultés qui pourraient s'annoncer? Là-dessus, il n'y en a pas. non, elle n'est pas très difficile. Non, à la rigueur, on a le rendu de la grille devant. Ah oui. Le petit nid d'abeille, qui ici est non perforé, ici perforé. Ouais. Ça, c'est quelque chose de... Hop.
c'est quelque chose qui est plus difficile qui peut être produire. plus difficile à faire. Le petit maillage nid d'abeille comme ça, c'est souvent un problème. Parce que nous, on va faire une pièce en ABS qui va plutôt être de ce type-là. Ouais. Comme ça, non percée au fond. Si on veut la percer comme ici pour avoir le radiateur, c'est difficile. Donc en général, on va dessiner un motif de radiateur derrière au fond de la grille. Mais c'est quand même dur de garder la profondeur. Enfin, pour Solido, pour mon échelle de prix et ma gamme, c'est difficile de donner cette profondeur-là autant, quoi. Et au niveau de l'intérieur, quelles seraient les problématiques principales qu'il y aurait? Alors nous, après, la problématique qu'on a, c'est une problématique de coût. Ouais. Par exemple, chez Solido, on ne fait pas les ciels de toit. Voilà, c'est un choix, mais qui peut s'avérer parfois gênant pour faire une voiture. En ce moment, je travaille sur un projet avec une marque nordique qui fait des voitures de sport, et le ciel de toit est tellement intégré dans la voiture, dans l'habitacle, dans la forme de l'habitacle, que si je le fais pas, la voiture ne va pas avoir la bonne forme, on ne va pas du tout s'y retrouver. Alors que là, bon, on s'y retrouve assez bien. Je pense. On n'a pas de difficulté majeure. On n'a pas trop de difficultés là-dessus. Après, il faut qu'on arrive à trouver notre équilibre. Nous, quand on propose plusieurs versions, par exemple, si elle a les sièges en cuir et qu'on a la version siège tissu, le plus économique pour nous, c'est d'avoir une seule forme de siège. Bien sûr, ouais. Et de revêtement. C'est pas toujours possible, mais c'est ce vers quoi on essaye d'aller pour garder un prix standard. Oui, parce qu'il y a cette problématique-là qui est vraiment en ligne de mire et c'est tout à fait normal. Bah, sur le positionnement de Solido, on est vraiment obligé de suivre ça. Ça fait partie intégrante du projet. Pour offrir quelque chose avec le plus de détails possible, on doit faire quelques petits sacrifices, quelques petits aménagements et on garde ça. Parmi les problématiques qui reviennent le plus souvent, il y a énormément de gens qui se disent pourquoi ma voiture n'a pas été reproduite en miniature. Je me pose aussi la question. Mais il y a aussi une question d'offre et de demande, j'imagine. Oui, bien sûr. Par exemple, typiquement, j'ai pas reçu beaucoup de demandes, à part la tienne, pour cette voiture. Donc il y a ça. Il y a des marchés aussi. Par exemple, aujourd'hui, moi je suis bien implanté dans le marché des véhicules en France, des véhicules de collection en France, mais si je fais une Chevrolet Impala ou une Ford Crown Victoria, je vais pas avoir ce public-là en France. Donc je m'oriente uniquement sur l'export. Il faut vraiment que j'ai le marché derrière, parce que malgré tout, mon outillage, il a un coût, et ce coût, pour l'amortir, il faut que je fasse un certain nombre de pièces. Donc pour atteindre ce minimum, il faut être sûr. Après, on fait une balance. Moi, chez Solido, je fais une petite balance entre des modèles qui vont très bien marcher, des modèles un peu plus... un peu moins succès, peut-être. Ouais, moins succès. Par exemple, la 112, l'Auto Bianchi, c'est un modèle que j'adore, il est mythique, mais c'est pas avec ça que je paye un salaire. Je veux dire, c'est une voiture, ouais. On fait des petites séries, on a produit des séries de 2000 pièces, des séries de 1000 pièces. C'est pas énorme. À côté de ça, si j'ai une grosse locomotive comme une E30 avec laquelle on produit beaucoup plus. Donc les deux se compensent. Ça permet, justement, cette en notion faisant un d'équilibre, gros modèle de grande série, ça me permet de payer des petits modèles aussi comme ça. C'est pareil, la 205 GTI, la 4 chevaux par exemple, voilà. L'une va compenser. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de produire des modèles un peu rares. Bon bah écoute, je trouve qu'on y voit un peu plus clair maintenant. On voit encore un petit peu mieux la problématique de reproduction d'une miniature. Donc c'est pas encore pour demain qu'on la trouvera à l'échelle individuelle. Bah écoute, moi je la verrai pas forcément chez Solido, mais je vois bien une marque avec 2 O et 2 T. Je la mettrais bien à son programme. Non, mais pour Solido, c'est peut-être encore un peu tôt. Ouais. Il va falloir qu'elle prenne encore un peu de cachet. Ouais. Eh ben merci à toi en tout cas. Et puis bah à la prochaine. À la prochaine.